Connaissez-vous l'impact de vos vêtements sur la planète? Savez-vous que l'industrie textile compte parmi les plus polluantes au monde? Elle émet de grandes quantités de gaz à effet de serre, plus que le trafic aérien et maritime réunis, et génère d'importantes quantités de déchets, notamment à cause de l'essor de l'ultra fast fashion, cette mode très rapide qui nous incite à changer sans arrêt de style. Mais que deviennent nos vêtements par la suite? Je vous propose de nous rendre à Montravel, dans les locaux de la Croix-Rouge, une association qui recueille d'importantes quantités de textiles chaque année. Bonjour Thomas. Bonjour Elisabeth, bienvenue au dock de la Croix-Rouge. Donc c'est ici, Thomas, que vous recevez chaque année les dons de vêtements. Exactement, c'est ici qu'on les reçoit, c'est ici qu'on les trie, mais ce que je te propose, c'est de te montrer à quoi ça ressemble. Ok, bah allez, je te suis. Voilà donc notre stock de vêtements. Alors Thomas, ça représente quelle quantité de dons chaque année, rien que pour la Croix-Rouge? Alors écoute, nous on collecte à peu près 6 tonnes de vêtements chaque année. Et vous n'êtes qu'une des 4 associations qui collectent les textiles en Calédonie. Exactement, on n'est qu'une des 4 associations. Donc là, vraiment, ce qu'on voit, en réalité, c'est une petite partie de ce qui est donné. C'est ce qui est déjà trié chez nous. On n'est qu'une des 4 associations. Donc en fait, si on prend tout ce qui est donné, on aurait, aux 4 associations, on pourrait habiller sans aucun problème tous les Calédoniens. Ouais, et voire plusieurs fois. Voire plusieurs fois, effectivement. Alors, où est-ce que vont après tous ces cartons de vêtements? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, ces cartons de vêtements, ils ont plusieurs utilités pour nous. Ils vont d'abord approvisionner nos boutiques. On a un petit réseau de boutiques solidaires à l'échelle du territoire. C'est des vesti-boutiques, c'est ça? C'est des vesti-boutiques, c'est ça, dans lesquelles les gens vont pouvoir acheter des vêtements à petit prix, ou on fait également du don de vêtements, dans une logique de vestiaire, donc ça sur orientation sociale. C'est des travailleurs sociaux qui orientent des personnes vers nos boutiques pour qu'on puisse faire du don de vêtements. Au-delà de ce qui se passe dans nos boutiques, on a un certain nombre de partenariats, on travaille avec différents acteurs, c'est vrai au Camp Est, avec d'autres associations, on peut faire des dons ponctuels aussi en cas d'urgence, suite à une catastrophe par exemple, on peut nous solliciter. Dès qu'il y a une nécessité en fait. Dès qu'il y a une nécessité, voilà, le but du jeu pour nous c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible pour pouvoir fournir des vêtements. Alors Thomas, je vois que tout est extrêmement bien classé. Là on a le rayon femmes, le rayon filles, le rayon hommes, le rayon bébés. J'imagine que ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge qui font tout ce travail. Ce sont les bénévoles et comme je le disais, le but c'est d'être opérationnel. Pour être opérationnel rapidement, ce travail préparatoire, il est absolument indispensable et il est fait par des bénévoles. Donc ce sont des centaines d'heures de bénévolat chaque année pour trier, mettre en carton convenablement et pour s'assurer de l'efficacité de notre action. Il y a justement une activité du centre de tri qui a lieu aujourd'hui. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir et que je te présente à Dominique, qui est la responsable du centre de tri et qui va pouvoir t'expliquer tout ça. D'accord, allez, on y va. On passe par où? Gauche, droite? Voici Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Elisabeth. Avec qui je vais te laisser et qui va pouvoir t'expliquer tout ça. Merci pour ton accueil, Thomas. Je t'en prie. Au revoir. Donc Elisabeth, voilà un des cartons qu'on va pouvoir trier. C'est les dons qu'on nous a faits. D'accord. Alors pour fabriquer tous ces textiles, Dominique, il faut beaucoup de matières premières de différentes origines. Oui. Donc par exemple, là, tu as une housse de coussin qui a été faite à partir d'un produit animal, puisque c'est un cuir de velours. Donc ça nécessite un élevage. Eh oui. Tu as aussi des t-shirts qui sont faits en coton. Donc un coton, ça utilise beaucoup d'eau. Tu sais combien d'eau ça utilise pour fabriquer un t-shirt comme ça? Non, je ne sais pas du tout. Soit l'équivalent de 70 douches. Ah oui, juste pour un t-shirt. Juste pour un t-shirt. Alors, je vois qu'il y a des jeans. Ouais. Et ça, par contre, pour le jean, je sais. Alors, pour fabriquer un jean, il faut l'équivalent de 10 000 litres d'eau, soit 300 douches. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. D'où l'importance de le conserver précieusement pendant des années. Oui, ne pas changer de jean tout le temps. Eh oui. Tu as aussi des matières synthétiques. Donc ça vient de la chimie, des choses qu'on porte souvent en Calédonie. Donc Ça, les on en a tous lycras, plusieurs. les maillots. Donc ça, pour fabriquer ça, il faut pour 1 kilo de vêtements comme ça, il faut 1,5 kg de pétrole. Donc voilà. Wow.
Alors, il faut aussi souligner que ces vêtements synthétiques, lorsqu'on les passe à la machine à laver, ils libèrent plein de microparticules de plastique que ni les machines à laver ni les stations d'épuration ne peuvent filtrer. Et donc, on les retrouve dans les cours d'eau, dans les mangroves, dans les lagons et forcément dans la chaîne alimentaire, puisqu'ils sont absorbés par les animaux marins. Pourtant, c'est des choses qu'on lave souvent en plus. On lave souvent parce qu'en plus, dans les îles, forcément, on les utilise vraiment beaucoup. Alors, comment ça se passe après pour le tri? Après, pour le tri, tu prends chaque vêtement, tu regardes s'il est en bon état ou pas. Ouais. Donc, s'il est en bon état, tu le plies, tu repères la taille et tu vas le ranger en fonction des tailles qu'on a derrière. Donc, pour les femmes, on avait beaucoup de petites tailles. Parce que les femmes qui sont en X ou XS ou S changent souvent de vêtements et en fait là maintenant on n'accepte plus ces dons-là. Oui, alors là on est vraiment typiquement dans le phénomène de cette mode très rapide qu'on appelle l'ultra fast fashion, qui pousse à acheter en permanence du vêtement et à changer de style très régulièrement. Oui, on a des fois aussi dans les dons des vêtements qui sont neufs et qui viennent des gens qui ont commandé sur Internet et qui en fait sont pas satisfaits du vêtement et qui sont pour s'en débarrasser nous le donnent avec l'étiquette tout neuf. Ouais, là on est vraiment dans le gaspillage. Et alors tout ce qui est vêtements ou textiles qui sont pas en bon état, qu'est-ce que vous en faites? On en a quand même beaucoup parce qu'on jette quand même beaucoup de choses par an. L'année dernière on a jeté presque 10 tonnes de déchets. Bon, pas que les vêtements, il y a aussi tout ce qui concerne le doc, mais quand même. Ah, là, je vois c'est taché par exemple. C'est tout taché, c'est tout sale. Il y a plein d'os de cafards, enfin bon. Donc si c'est du coton, on le récupère et on le vend à des entreprises qui travaillent pour la peinture, tu le mets là. Ouais, donc ça va ici, voilà, donc ça fait des chiffons. Oui, des chiffons pour les peintres. Après, quand c'est des vêtements blancs en coton, on les découpe et on enlève tout ce qui est encre, parce que c'est pour des carrossiers. Donc ils nous les achètent un peu plus cher et ils s'en servent pour les voitures. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'encre par rapport au solvant. Voilà. Après, si c'est des draps ou du linge de maison, on en garde aussi pour les vétos, pour qu'ils mettent au fond des cages quand ils opèrent des animaux, des choses comme ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on n'arrive pas à recycler, c'est tout ce qui est matériaux synthétiques, le polyester. Mais on en a pour les maillots, mais on en a aussi, là il n'y en a pas. Mais on en a aussi sur les vêtements. Donc, Et donc ça finit à l'enfouissement? Ça, quand c'est en mauvais état, ça finit à l'enfouissement, oui. Oui, donc avant d'acheter déjà du vêtement, il faut se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Donc pour éviter le gaspillage, peut-être privilégier quand même les vêtements de qualité, même s'il faut mettre un peu plus cher au départ, mais ça va nous durer plus longtemps et puis on va en acheter moins. Au final, on est gagnant. Et puis quand c'est un peu abîmé, on apprend à réparer. Oui, et on transforme aussi. Et on transforme. On peut aussi faire ça. Absolument. Nous, on fait ça aussi à la Croix-Rouge. On recycle des vêtements qu'on transforme en objets du quotidien. Pour essayer d'écouler un tout petit peu de ce qu'on devrait jeter. Mais ça ne représente pas grand-chose quand même. Bon, en attendant, on va finir de trier tout ça. Je vois qu'il y a aussi des vêtements pour bébé, là. Bon, c'est parti. Là, je vais déjà tout mettre ensemble à les mêmes tailles. Alors ça, regarde, ça typiquement, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Il n'est pas en trop mauvais état, donc on peut peut-être quand même le donner. Oui, il y a des personnes très nécessiteuses qui quand même nous trouveront une utilité. Et si pour lutter contre la surconsommation du textile, on se tournait vers le vêtement de seconde main? Depuis quelques années, l'émergence des friperies et des associations de surcyclage vient nourrir le modèle de l'économie circulaire qui consiste à vendre du vêtement d'occasion ou à le transformer. Allons retrouver l'équipe de la ressourcerie au centre-ville de Nouméa pour voir ce qu'il est possible de faire. Bonjour Amélie. Bonjour Elisabeth. Bienvenue à la ressourcerie de Nouméa. Merci. Donc ici à la ressourcerie, vous vendez exclusivement des produits et des vêtements de seconde main. Uniquement des vêtements de seconde main qui nous sont donnés par les particuliers
qui nous amènent ce qu'ils ont dans les placards dont ils ne se servent plus. Et à peu près 2/3 des objets que nous amènent les gens retrouvent une nouvelle vie dans cet espace de vente. Alors, on trouve des vêtements qui sont en très bon état. Oui, on a un petit peu de tout. Plutôt mignon. Ouais, plutôt mignon, absolument. C'est très, très joli. On a un petit peu de tous les styles. Oui. On peut trouver alors, du vêtement d'été, d'hiver, de marque, pas de marque, Pour toutes les vintage, tailles, toutes les tailles. toutes les matières. En fait, nous, on avait vraiment à cœur d'offrir un espace de vente de seconde main qui soit aéré, qui soit lumineux, casser un peu ces idées toutes faites qu'on peut des fois avoir sur se dire le linge de seconde main, c'est forcément des choses vieillottes ou c'est forcément des choses un peu passées, un peu poussiéreuses. C'est pas le cas du tout. Et c'est pas le cas du tout. Tu me fais visiter la boutique ? Bah oui, avec grand plaisir. Donc je te disais qu'on trouve un petit peu de tout pour tout le monde et pour tous les styles à la ressourcerie. Donc ici, c'est l'espace sur lequel on va pouvoir trouver les hauts pour les hommes, des chemises, des t-shirts. Ici, c'est notre espace pour les enfants. On va pouvoir trouver aussi bien des jeans que des jupes, des robes, des t-shirts, des chaussettes, sous-vêtements, chaussures, tout pour habiller nos enfants. Donc on va pouvoir trouver aussi bien des pantalons que des shorts, des jupes, des robes, des petites chaussures, des sous-vêtements, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour nos enfants. Là, on va trouver les pantalons et shorts, tous les bas pour les hommes. Et juste derrière, tu as l'espace cabine d'essayage, parce que c'est important que les gens puissent essayer et s'assurer que ça nous va. Oui. Parce que sinon, on va le mettre au fond du placard et on ne va plus jamais le ressortir. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Même si c'est de la seconde main et même si c'est pas cher, il faut quand même acheter uniquement les choses dont on a vraiment besoin. Absolument. Ici, c'est l'endroit sur lequel on va trouver toutes les jupes, les pantalons de femmes et les hauts de femmes. Alors, il y a quand même beaucoup plus de choix pour les femmes que pour les hommes. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon un peu générale dans la société. Sans vouloir tomber dans les stéréotypes de genre, on constate quand même, nous, à la ressourcerie, que les femmes sont beaucoup plus consommatrices de vêtements. Peut-être des fois dans une consommation un peu déraisonnée, un peu sur de l'achat compulsif. Et du coup, ça se retrouve bien chez nous, mais également dans les autres associations, dans les friperies et tout ça, où finalement, on trouve beaucoup plus de linge femme que de linge homme. Alors tout à l'heure, Amélie, tu me disais que les 2/3 de tout ce qui vous est donné donc, termine ici, dans la boutique de seconde main. Mais que devient le tiers restant ? Alors sur le tiers restant, il va y avoir deux possibilités. Il y a beaucoup de choses qu'on va donner à des associations et des travailleurs sociaux qui ont ciblé des besoins sur le terrain. Et il y a une autre partie qu'on va transformer, revaloriser, upcycler, pour pouvoir permettre aux objets d'avoir encore une autre vie. Et typiquement, un jean abîmé aura sans doute fini sa vie de jean, mais en le transformant, il pourra peut-être commencer sa vie de sac, par exemple. Ah ben j'aimerais beaucoup voir ça. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est que je te présente ma collègue Emma, parce qu'ici à la ressourcerie, c'est elle qui transforme, qui crée et qui réinvente les choses. D'accord, c'est l'artiste. C'est l'artiste. On va la rencontrer. Je te suis. Et donc ici, c'est l'espace de création, c'est notre dernier espace, qui est piloté par Emma. Et donc dans ce pôle va se retrouver un petit peu les choses abîmées, cassées, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et plutôt que de les jeter, on va les transformer. Mais je te laisse en compagnie de ma collègue Emma, elle t'expliquera ça bien mieux que moi. D'accord, merci Amélie, à tout à Je l'heure. t'en prie. Bonjour Emma. Salut, bienvenue. Merci. Alors toi Emma, tu es créatrice upcycling à la ressourcerie. Ça consiste en quoi exactement ? C'est ça. Alors moi, je récupère tout ce qui ne peut pas être mis dans le circuit directement et je le transforme, je le valorise, j'en fais autre chose. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je travaille le textile. J'ai récupéré des vieux jeans abîmés qu'on ne pouvait pas réutiliser et je vais en faire des sacs ou des abat-jours comme derrière toi ou en fonction de ce qui arrive, je retravaille le textile. Donc je ne choisis pas à l'avance ce que je vais faire, je le fais vraiment en fonction des arrivages. Et donc depuis peu, on fait du costume. Ah, On très bien. fabrique nous-mêmes nos costumes. Donc ça, tu vois, c'est une de nos bénévoles qui l'a fait. Il y a à peu près une vingtaine de tissus, vraiment de textiles différents. Ça va être autant de la combinaison de plongée que de la toile de tente, de la nappe ou des bouts d'écharpe ou des choses Donc, comme ça. alors Emma, ça représente combien d'heures de travail de fabriquer un vêtement comme ça ? Alors c'est énormément d'heures de travail. Là, je pense qu'elle a quand même plus de 30 heures de travail là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps à récupérer, que ce soit pour tout ce qu'on fait, que ce soit des sacs, les jupes,
d'autres petites vestes comme ça, de costumes. Enfin. Alors là, on est dans quel style là? C'est plutôt. Là, on va être dans du style viking, pirate. Enfin, tu vois, en fait, c'est des looks différents, donc on peut vraiment les détourner et les réutiliser pour plusieurs thèmes différents, quoi. Et donc ça, on peut les louer à la ressourcerie. Ça, on peut les louer à la ressourcerie, ouais. Tout à fait. On va avoir pas mal de choses. Tu vois, là, par exemple, elle nous a fait aussi un t-shirt version Peter Pan avec tout un tas de sequins qui ont été récupérés sur des sacs, des bouts de costumes, des bouts de tulle, un ancien t-shirt. Enfin, tu vois, donc... D'accord. Oui, on est très créatifs. On est très créatifs à la ressourcerie. On essaye, en tout cas. Et bien voilà, du coup, je t'emmène à l'espace déguisement. Avec Amélie, on la rejoint en boutique. Ok, on lui emmène tout ça? On peut emmener tout ça, ouais. Nous voilà, tu vois, dans notre espace déguisement. Tu vas pouvoir rejoindre Amélie et je te donne... Ah, merci. Donc je donne tout ça. Merci beaucoup, Emma. Mais de rien, à bientôt. Tiens, Amélie, je t'amène le dernier lot qu'Emma m'a confié, là, les vikings et pirates. Merci. Voilà. Oh, elle est magnifique, cette salopette. Alors regarde, celle-ci, je vais te la présenter un peu plus en détail. Ça, c'est un costume de clown qui a été fabriqué ici à la ressourcerie par Annie, qui est bénévole et qui est couturière. D'accord. Sur une salopette comme celle-ci, on va utiliser plein de chutes de tissus différentes. Tu vas avoir du jean, tu vas avoir du pantalon en velours, tu vas avoir du linge de maison, tu vas avoir de la robe, tu vas avoir de la nappe. Enfin, vraiment, là, l'idée, ça a été, tu vois, d'utiliser le plus possible de tissus qui initialement étaient destinés à la poubelle. Voilà. Ça représente combien d'heures de travail, un costume comme celui-ci, Amélie? Ça représente à peu près 10 heures de travail, un costume comme celui-ci. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour transformer les vêtements. Pour transformer, pour valoriser, c'est énormément de temps passé. Et du coup, d'un côté, c'est chouette, parce que ça permet vraiment de donner des idées aux gens. Mais d'un autre côté, il faut quand même bien avoir en tête que c'est loin d'être une solution magique. Ouais. Alors, c'est quoi la solution magique, Amélie? La solution magique, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est magique, mais en tout cas, ce qui apparaît aujourd'hui comme étant quand même la meilleure des choses à faire, c'est de penser sa consommation, de limiter le plus possible sa consommation du monde frénétique dans lequel on s'est engagé, quoi. Et pour ça, la méthode qu'on utilise beaucoup ici à la ressourcerie, c'est la méthode bisou. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode bisou? La méthode bisou, c'est un filtre. C'est un filtre dans lequel il faut que tu fasses passer chacun de tes achats pour vraiment pouvoir l'acheter en conscience. D'accord. Le B de bisou, c'est le B de besoin. Okay. Cet objet, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Le I de bisou, c'est la question de l'immédiateté. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ou est-ce que je peux différer mon achat? Et donc, ça va me permettre de prendre du recul et donc de réfléchir un petit peu avant d'acheter. Le S, c'est semblable. Est-ce que j'ai pas déjà dans mon placard une dizaine de mugs ou bien 5 ou 6 jeans? Est-ce que j'ai pas déjà un objet semblable? Le O de bisou, c'est le O de l'origine. Ce O de l'origine, il me tient particulièrement à cœur. Dans quelles conditions a été fabriqué l'objet que je m'apprête à acheter? Qu'est-ce que je cautionne, moi, en tant que consommateur, quand j'achète cet objet? D'où il vient? Quelle est son histoire? Le O de origine. Ouais. Le U de la méthode bisou, c'est le U de l'utilité. Est-ce que cet objet a vraiment une utilité ou non? On vit dans une société où quand même la pub, les influenceurs, les placements de produits, tout ça peut quand même souvent nous faire croire qu'on a absolument besoin de ça, que ça, mais c'est trop pratique, c'est trop utile. La méthode bisou, elle te permet un peu de te décentrer de l'immédiateté pour vraiment réfléchir ton achat en pleine conscience. Et donc c'est une méthode qui va permettre de faire à la fois des économies et puis du coup d'être aussi dans un mode de consommation beaucoup plus écologique. Oui, donc si on passe la plupart de nos envies d'achat au filtre du bisou, on se rend compte que 9 fois sur 10, on n'en a pas besoin et on n'en a pas d'utilité. Absolument. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Elisabeth. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez à la ressourcerie. Merci beaucoup. On consomme 4 fois plus de vêtements qu'il y a 30 ans. Autant dire que la quantité de déchets textiles ne va pas cesser d'augmenter. Il y a donc urgence à modifier nos comportements et à consommer de façon plus responsable. Mais comment s'y prendre? Rendez-vous à la Maison de la Biodiversité avec notre expert conservation et plaidoyer du WWF, Hubert Géroux.
Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en détail de l'impact environnemental des différentes étapes de vie du vêtement. La première étape, c'est la production des fibres nécessaires à nos vêtements. Alors elles sont à plus de 60% synthétiques, ça veut dire quoi? Qu'elles sont à base de pétrole. Oui, comme pour fabriquer ce type de vêtements qu'on trouve en général très confortables et surtout qu'on n'a pas besoin de repasser. Donc ce sont des vêtements qu'on achète en grande quantité. Et oui, quand on extrait du sous-sol 100 litres de pétrole, 1 litre va servir à faire ces vêtements. Et on connaît l'empreinte climatique de l'extraction de pétrole. Et puis, il y a également les fibres naturelles, animales ou végétales. Et quand tu penses vêtements, tu penses à quelle fibre en premier? Je pense au coton qu'on retrouve dans nos jeans ou encore dans nos t-shirts et un grand nombre de vêtements. Ben oui. Eh bien, le coton est la production agricole la plus polluante de la planète. Alors qu'elle ne représente qu'à peine 2% de toutes les surfaces de culture planétaires, elle consomme un quart de tous les pesticides que l'on verse dans nos champs dans le monde. Et 10% des engrais également versés. Donc c'est extrêmement polluant. Et Elisabeth, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Alors je vois 2 épaves de bateaux échouées dans un désert de sable. Eh bien ces bateaux, avant, naviguaient dans une mer intérieure, la mer d'Aral. Et l'ex-URSS a décidé de produire du coton en Ouzbékistan et donc a détourné 2 fleuves qui alimentaient cette mer pour produire ce coton irrigué. Résultat, en 50 ans, cette mer intérieure s'est asséchée sur 3/4 de sa surface. Donc il y a une énorme consommation d'eau planétaire pour cette culture du coton. L'impact est très important. Alors, une fois que ces matières premières ont été produites, vient l'étape de la confection du vêtement. Quel est son impact? Alors, en effet, on va avoir différentes étapes pour produire le vêtement, la filature, l'ennoblissement et également la coloration vont être des étapes très polluantes parce qu'on va utiliser beaucoup de produits toxiques qui sont, selon les pays, pas forcément traités après correctement. Tu vas trouver des phtalates, donc des molécules qui impactent la fertilité des personnes dans les phases d'ennoblissement pour réimperméabiliser par exemple les tissus. Tu vas avoir des retardateurs de flamme dans tes tissus synthétiques pour empêcher qu'ils s'enflamment. Or, ce sont des produits toxiques. Tu peux avoir également ce qu'on appelle des mordants à base de métaux lourds. Le mordant, c'est les molécules qui vont aider le colorant à se fixer sur la fibre. Et ce sont des métaux lourds et que l'on va, pour partie, rejeter dans les rivières. Vient ensuite le transport qui représente une empreinte carbone considérable. Si on prend l'exemple d'un jean, il peut faire jusqu'à 1,5 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans le magasin où il sera vendu. Alors, tu as complètement raison, mais ce n'est pas la seule empreinte du transport. Parce que le transport d'un vêtement met souvent plusieurs mois dans des containers. Et donc, le risque, il est où? Il est que les tissus moisissent. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On rajoute des fongicides dans les plastiques qui enveloppent les vêtements. Et ces fongicides, pour certains, sont très toxiques. Il y a quelques années, on utilisait encore du diméthylfulmarate qui est hautement toxique. Et donc, quand on ouvrait un sac de vêtements, eh bien, on respirait ce fongicide toxique. Hubert, l'entretien des vêtements est aussi une étape qui pose problème. Oui, il y a déjà la consommation d'eau pour laver notre linge, et puis la température à laquelle souvent on lave nos vêtements, qui est trop élevée par rapport à ce que nécessiterait le lavage. Tu as parlé dans le reportage précédemment des microplastiques qui sont issus de nos textiles synthétiques, à chaque lavage qui sont rejetés, mais également certaines molécules sont utilisées dans les laveries professionnelles. Or, il y avait eu des scandales il y a longtemps avec le perchloroéthylène qui est utilisé dans les laveries professionnelles et qui intoxiquait les voisins. Mais aussi, on a connu les lessives au phosphate qui polluaient nos rivières. Donc, c'est une nouvelle étape avec son empreinte. Et en bout de course, qu'en est-il de la fin de vie du vêtement? Bien, malheureusement, avec cette surproduction, cette surconsommation de vêtements, on crée des quantités astronomiques de déchets textiles pour lesquels on valorise encore trop peu de quantité dans nos pays consommateurs et qui finissent où? Qui finissent dans les pays en voie de développement et au final, pour partie, dans la nature.
Alors comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui pour réduire l'impact sur l'environnement de nos textiles? Déjà au niveau citoyen, c'est ringardiser la fast fashion. Alors là, je suis d'accord. Et pour ça, merci aux influenceurs qui ont une responsabilité importante de s'engager sur ce chantier. Et puis, c'est faire le choix de moins de vêtements, mais des vêtements de qualité, et donc qui vont durer. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on peut, choisir plutôt, quand c'est du coton d'origine biologique, ou des fibres qui polluent moins, qui consomment moins d'eau, comme le lin, à condition d'avoir accès à ce type de vêtements, bien sûr. Et enfin, c'est recoudre ou repriser ces vêtements. Alors le vêtement peut avoir une seconde vie sous une autre forme, Hubert. Complètement. On peut le défibrer. Et l'utiliser dans quelle filière, par exemple? Dans le bâtiment, puisque c'est le cas par exemple en métropole, où énormément de fibres de vêtements sont ensuite utilisées pour l'isolation thermique et phonique de nos bâtiments. C'est génial. Ouais, c'est complètement. Et puis il y a même un inventeur français qui a mis au point une machine pour défibrer complètement le vêtement, récupérer les fils, rembobiner et revendre à l'industrie du textile le fil des vêtements précédents. Oui, et il a même breveté sa technique. Et une dernière chose extrêmement importante, c'est la mise en place d'une REP textile. Alors la REP, je rappelle, c'est la responsabilité élargie du producteur qui permet de financer la collecte et le traitement du déchet. Exactement, sur le prix de vente du produit. C'est une éco-participation. Et qui serait modulée. Si c'est un vêtement de mauvaise qualité, l'éco-participation est plus importante parce que ça va devenir plus rapidement un déchet. Oui. S'il est de bonne qualité, c'est vertueux et donc la REP est moins importante. Et ça permettrait quoi? Donc, comme tu dis, de soutenir la filière de revalorisation de nos textiles et donc d'éviter que 2000 tonnes de textiles par an finissent à l'enfouissement en Nouvelle-Calédonie. Alors en résumé, Hubert, il y a deux petites choses qu'on peut dire. Déjà, consommons de façon plus responsable, plus en conscience. Le vêtement est un objet précieux. Une fois qu'il est dans nos placards, on en prend soin. Et puis, développons des filières, soyons créatifs et accompagnons ce développement des filières grâce notamment à une REP. Merci Hubert.